J'ai beaucoup de sources. La première, vous la connaissez, Amis du Pardem. C'est ma lecture préférée régulière. C'est une forme d'abonnement. Ce sont les recommandations de la Commission européenne adressées à chaque pays membre et donc adressées à la France. Et l'année dernière, quand il y a eu l'élection de Macron à la présidentielle, qui a eu lieu en mai, un truc comme ça, 10 mai ou 15 mai, un truc dans les... Voilà. Je trépignais de recevoir, enfin de guetter plus exactement, les recommandations de l'Union européenne, en fait de la Commission européenne destinée à la France, au moment même où tout le monde cherchait le programme de Macron. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah, il a été élu, il a été réélu, mais où est son programme? Quel est le programme de Macron? Et tout ça. Donc au Pardem, on a diffusé un texte, on a fait un carton, vraiment, avec cette diffusion, qui s'appelait « Nous avons retrouvé le programme de Macron ». C'est celui de la Commission européenne, et on a diffusé, expliqué, machin, etc., le contenu des recommandations de la Commission européenne. Je vous le donne en mille et mille. Parmi celles-ci, figurez quoi? L'augmentation de la voilà, la poursuite de la réforme des retraites. Et comble de chez comble, la recommandation de la Commission européenne pour chaque pays. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on lit pour la France, mais ce qui est intéressant, c'est de lire aussi pour l'Italie, pour l'Espagne, pour machin et tout ça, parce que on voit ce qui est semblable, identique, les mêmes recommandations envers les pays qui ont une politique de protection sociale, qui ont un passé de lutte syndicale, machin, etc. Et puis ce qui est indiqué pour les gueux qui viennent de pays bizarres de l'Europe de l'Est, ex-Europe de l'Est. Excusez-moi, on dirait que d'un seul coup, on n'est plus, il n'y a plus l'Est et l'Ouest, on n'a plus le droit de dire les... Bon, bref. Donc, et c'est très intéressant de voir ce qu'on demande à certains, ce qu'on demande aux autres. Et on a donc bien vu que il y avait le programme de Macron, c'était qui est apparu très vite après son élection. Hein. Il a annoncé exactement les recommandations de l'Union européenne. Là, je ne peux pas vous les relire, hein, ce serait dommage de perdre notre temps avec ça. Mais on les a diffusées, on les a expliquées. Et chaque année, on fait ça. Et tout le monde s'en bat la coquillette, je vous le dis. En mille et mille, nous l'envoyons à une multitude de gens. On a quand même une liste de 30 000 personnes actives hein, qui existent avec des adresses valides. Dedans, il y a des syndicalistes, il y a des journalistes, il y a des militants de l'extrême gauche, de la gauche, des communistes, des socialistes, des machins, des rien du tout, des gilets jaunes, des machins. Tout le monde s'en tape. Personne ne se sert de ça, alors que c'est le guide annuel. Donc, je me suis intéressée aux recommandations de l'Union européenne, de la Commission, pour être exact, qui concerne cette année, recommande que la France s'attache en 2023-2024. Une fois l'affaire des retraites bouclée, hop, hop, ça n'apparaît plus. Le boulot a été fait, on met une croix. Pof, on passe à autre chose. Il faut éliminer progressivement, d'ici à la fin de 2023, les mesures de soutien en vigueur relatives à l'énergie, en utilisant les économies correspondantes pour réduire le déficit public, dans le cas où de nouvelles hausses des prix de l'énergie nécessiteraient des mesures de soutien. C'est toujours la même phrase, virgule, à veiller à ce que celle-ci cible la protection des ménages et des entreprises vulnérables, soit financièrement abordable et préserve les incitations à économiser l'énergie. Bon, traduction, on arrête avec le fait assistentiel d'envoyer un chèque de 100 balles à tout le monde pour aller s'acheter de l'essence ou pour aller payer moins cher l'EDF. On cible les populations extrêmement vulnérables, parce que ceux-là, quand même, on ne peut pas prendre le risque qu'il y ait des morts de froid, surtout s'il y a des nourrissons dans les maisons.
la protection des ménages et des entreprises vulnérables, et préserve les incitations à économiser l'énergie. Nous sommes en plein là-dedans. Et nous sommes en plein dans ce qui se passe avec l'EDF. Je ne rentre pas dans les détails, on n'aura pas le temps. À mener une politique budgétaire prudente, notamment en limitant l'augmentation nominale des dépenses primaires nettes financées au niveau national à 2,3%, tout au plus en 2024. 2,3%. On est bien parti. À préserver les investissements publics financés au niveau national, bref, je ne peux pas tout vous lire. À poursuivre la mise en œuvre continue de son plan, la France, pour la reprise et la résilience, et à finaliser, en vue de commencer rapidement, on ne comprend rien, à procéder à la mise en œuvre rapide des programmes de la politique de cohésion, 6e ligne pour comprendre de quoi on parle, en étroite complémentarité et en synergie avec le plan pour la reprise et la résilience. Si quelqu'un est capable de décrypter ça, peut-être je suis un peu con-con, hein, peut-être. Ceci dit, le mot résilience est prononcé sur une page et demie à peu près 30 fois. Et personne ne peut définir ce qu'est la résilience à l'échelle de l'Union européenne. Bon, réduire la dépendance globale aux combustibles fossiles, accélérer le déploiement des énergies renouvelables en mettant en particulier l'accent sur les sources d'énergie éoliennes. Alors on avait déjà dit l'année dernière dans les recommandations que il y avait quand même un gros problème en France, c'est qu'il y avait trop de démarches administratives lourdes à faire pour ceux qui voulaient installer des éoliennes, soit sur terre, soit en mer, tout ça. Et donc il fallait faire une réforme pour que tout ça aille plus vite, parce que sinon ça allait mettre le feu à la planète. L'accent sur les sources d'énergie éolienne, solaire et géothermique, ainsi que sur le biogaz, y compris par la production d'énergie renouvelable à petite échelle et la promotion de l'autoconsommation collective, et à encourager les technologies de stockage, etc. etc. Bon, il y en a encore un peu. Vous voyez de quoi il retourne. C'est-à-dire que toute la dimension sociale qui a figuré dans les années antérieures, les retraites, la sécu, la santé, l'éducation et tout ça, a disparu parce que pour le moment, le boulot est fait. C'est exactement ce que ça nous dit. Pour la France, le boulot est fait. Et si on regarde, le boulot est fait. C'est-à-dire les retraites, c'est réglé, le RSA, RMI, machin et tout ça, c'est réglé, l'ouverture au marché d'un certain nombre de secteurs de l'aide sociale, c'est ouvert, tout est ouvert. Ça y est, tout est fait, toutes les portes sont ouvertes. Donc là, on est dans le reste du temps. Alors moi, vous pourriez me dire, ouais, mais tout ça, c'est la Commission. Quel est le rapport avec le boycott et le Parlement? Alors je demande à ce que les parlementaires, qui évidemment seront intéressés par cette vidéo, nous répondent, comme on a le droit d'écrire aux parlementaires. Ils ne sont pas obligés de nous répondre, mais c'est ça. Donc, qu'ils nous disent, les parlementaires, évidemment, européens, en quoi ils ont pu s'opposer ou modifier une ligne des recommandations de la Commission pour les 27 pays de l'Union européenne, quand est-ce qu'ils les ont discutés, comment ils les ont discutés, est-ce qu'ils ont voté là-dessus, et quel est le résultat des votes. C'est la question d'une citoyenne française dont le pays est membre de la Commission européenne, et je pense que c'est un droit absolu de chaque citoyen de demander aux parlementaires ce minimum de retour sur les voix qu'ils ont obtenues. Deuxième chose, je lis récemment la médiatrice de l'Union européenne critique le manque de transparence sur les plans de relance. Vous savez qu'il y a 750 milliards d'euros qui vont être consacrés, qui sont en cours de sacrement de plans de relance pour l'Union européenne. C'est un papier récent, il a été actualisé le 6 novembre 2023. La médiatrice européenne vient de boucler le dossier sur la transparence dans la destination
des fonds des plans de relance nationaux, ouverts en février 2022. Ils avaient fait avec des grands, justement comme on est dans le cirque, il y avait beaucoup de tambours en disant un plan de relance formidable, d'ailleurs qui s'articulait parfaitement aux rencontres, post-rencontre Davos. Bon. Baptisée Initiative stratégique dans le jargon bruxellois, cette étude donne des conseils aux États. Un site internet dédié au programme de relance européen a été ouvert, ainsi qu'un tableau de bord permettant de consulter quelles sommes ont reçu les pays. C'est de la transparence. En revanche, tous les États n'ont pas mis en place un portail public facile à utiliser, informant de l'avancée de leur plan national et indiquant les 100 bénéficiaires finaux recevant les montants les plus élevés. C'est-à-dire que 750 milliards, personne ne sait où ils vont. Alors nous en France, le gouvernement français nous dit on va recevoir, je ne sais plus, 40 milliards de plans de relance d'ici 2026. On ne sait pas exactement sur quoi. La France ne fait pas son boulot. Bon, ok, mais de toute façon, c'est pas l'argent français, c'est l'argent européen, comme s'il y avait une différence. Mais l'Union européenne ne le fait pas non plus. Donc nous ne savons pas quel est le pognon de dingue qui rentre dans les caisses italiennes, dans les caisses espagnoles, sauf si on est des militants acharnés à gratter l'information en permanence. Et c'est la médiatrice de l'Union européenne, qui est une dame parfaitement européiste, qui critique le manque. Et il y a un article secondaire qui s'appelle « Plan de relance, les régions veulent décentraliser les fonds ». Je vous passerai ça pour le moment, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer en France. On en a parlé il y a 2 jours, notamment sur la santé, la protection sociale, etc., c'est-à-dire la régionalisation des fonds. On continuera dans la régionalisation des fonds. Et quand ils disent les régions veulent, c'est qu'il y a le Conseil des régions au niveau européen, dont personne ne connaît exactement, sauf à faire une thèse, le rôle. Je demanderai également, à travers cette vidéo, à ce que des parlementaires européens expérimentés, de bonne volonté, qui ne sont pas des bénis oui-oui, puissent nous expliquer à quoi ça sert le Conseil des régions européens, quel est son pouvoir, comment ça fonctionne, quel est le budget, etc. Bon, trêve de plaisanterie. Pourquoi on irait voter? Pourquoi un être normalement constitué qui regarde... Non, mais je... Contrôle social. Non, normalement constitué, mais vous ne m'avez pas laissé finir. Qui regarde régulièrement les grandes chaînes de télévision. BFM, le service public, alors là, on n'en parlait pas, français, la télé, les radios où tout le monde est européiste de toute façon. Il y a... En quoi il serait mobilisé? Il se dirait, ah, il y a un enjeu, on a besoin de moi, on a besoin de ma voix, je suis un citoyen européen. Parce que c'est ça qu'on nous dit, vous êtes des citoyens européens. Ben non, on n'est pas des citoyens européens. Donc rien que de nous dire ça, ça ne fonctionne pas. Donc, en quoi, donc, un citoyen normalement façonné par le discours néolibéral dans chacun son pays, aurait-il l'envie, sentirait-il la nécessité d'aller voter pour un Parlement européen dont il ne connaît rien? Rien. Alors, encore en 2005, ceux qui ont participé à la campagne pour le non au traité constitutionnel européen, ça a été un moment formidable pour que tout le monde comprenne à peu près que le Parlement européen ne servait à rien. Ça se voyait dans les textes qu'on lisait et tout ça. Maintenant,
la plus jeune génération, pendant longtemps, on nous a dit l'Union européenne, non, l'Europe c'est la paix, c'est d'aller faire des études vachement intéressantes parce qu'avant on ne pouvait pas le faire, c'est la prospérité, c'est la coopération, c'est l'amitié entre les peuples, c'est le progrès et tout ça. Alors, on va lister, c'est la paix, c'est fini, c'est plus la paix. La prospérité, en quoi c'est la prospérité pour les gens? Non. Aujourd'hui, c'est le contraire de la prospérité, puisqu'on serre encore plus les boulons. La coopération, non, c'est la concurrence, c'est la guerre économique, mais c'est même plus que ça. C'est des entourloupes et c'est encore de la corruption. Est-ce que c'est l'amitié entre les peuples? Est-ce qu'il y a plus d'amitié entre les peuples maintenant qu'avant la création du Parlement européen? Ah oui, entre les Grecs et les Allemands, quand même, oui. C'est fort. On est d'accord. On pourrait citer effectivement. Donc, en quoi? Donc ça, nous, on va répondre. Hein. On va faire une campagne. On va dire, est-ce que tout ce qu'on nous a raconté, c'est quoi l'appel, c'est machin et tout ça. Ensuite, c'est la protection de l'environnement. Ça, c'est ma préférée. Les écolos sont formidables là-dessus. Ça fait 20 ans qu'ils nous disent que grâce à l'Union européenne, enfin, la question environnementale et la préservation de la biodiversité est prise en main, etc. Alors, le glyphosate, il devait faire que 3 ans pour organiser la transition. Eh bien, il reprend 10 ans. 10 ans de plus. L'Union européenne vient de décider que c'était 10 ans de plus pour le glyphosate. Qu'est-ce qu'on fait? Il fait quoi, le Parlement? Il peut dire non? Il peut s'opposer? Il mène des campagnes publiques, envers ses publics, etc. Non, il ne le fait pas. Donc, je vais faire confiance. On m'avait dit, moi, c'était l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça allait être formidable. Je rappelle, c'était un argument de 2005, mais qui est toujours vrai, que l'égalité entre les hommes et les femmes, pour l'Union européenne, ça s'était traduit par les mêmes droits, notamment de travailler la nuit, l'ouverture du travail de nuit aux femmes. C'est ce qui s'est passé. Je pense que les femmes en France vivent nettement mieux depuis qu'elles peuvent travailler la nuit, et surtout qu'avant, ça ramenait beaucoup plus d'argent, et maintenant, ça en ramène moins. Donc, puisque c'est moins bien payé, donc on peut opposer 1000 arguments concrets, réels, de tous les jours. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne va compter combien aux contribuables? 186 milliards sur 7 ans, soit 26,6 milliards par an. La France va contribuer 32 milliards sur, soit 4,6 milliards par an. L'Ukraine est au 12e rang mondial au niveau de la corruption. Le salaire minimum en Ukraine est de 175 €, contre en moyenne 1747 en France. L'Ukraine a été longtemps, et l'est peut-être encore, la plaque tournante du crime organisé en Europe, du trafic de personnes, du blanchiment d'argent. Le port d'Odessa fut le symbole du trafic d'héroïne provenant d'Afghanistan. Ça, c'est l'Union européenne. On finance ça. Est-ce que vous êtes d'accord, citoyens? Et quand, Patrice, il y aurait des gens qui viendraient vous poser ces questions-là, ce qui ne sera pas le cas, hein, rassure-toi, mais on fait un exercice théorique, qu'est-ce qu'on peut répondre? Est-ce que le Parlement européen, ma voix va, le fait d'avoir trois députés européens va changer quelque chose? Rien. Est-ce que ça va faire avancer les choses? Est-ce que ça va créer une dynamique? Je ne sais pas. Je pourrais imaginer dans un autre contexte. Et même si vous aviez 40 députés européens, ça ne changerait rien. Par contre, ce qui change, c'est je finis avec ça, c'est le parti que nous prenons. Et le parti que nous prenons, nous, au Bardem, peut-être on est nunuche, peut-être que c'est pas juste, peut-être que c'est pas tactique, que c'est pas assez stratégique, que c'est pas...
en tout cas c'est pensé, c'est de ne pas mentir aux citoyens à qui on s'adresse. On n'a pas envie de leur expliquer que voter au Parlement européen va changer quoi que ce soit pour eux, puisque nous savons que c'est faux et que nous pouvons le démontrer. D'ailleurs, on pourrait ressortir le tract que nous avions fait pour 2014, parce que j'ai revisité tous les tracts, reprendre celui de 2014, reprendre un autre de 2019 et tout ça, on change la date, les arguments sont les mêmes. Rien n'a changé. Voilà, donc le boycott, on va faire une belle campagne. On aimerait que des souverainistes ou des anti-européens, anti-Union européenne, soient suffisamment déterminés à faire campagne de la même manière sur le boycott, parce que chacun avec ses arguments, ça aurait de la gueule. Autant il y a de la division, comme tu le disais tout à l'heure, hein, entre les souverainistes, pour des raisons différentes, hein, qu'il s'agisse de Dupont-Aignan, qu'il s'agisse d'autres, de l'UPR qui ne voudra rien faire avec personne, que chacun présentera ses candidats et tout ça, mais du côté de ceux qui se décrètent plus, j'allais dire, franchement, anti-Union européenne, il n'y a personne qui veut faire de campagne, enfin très peu qui veulent faire de campagne de boycott, parce qu'ils ne veulent carrément pas faire de campagne. C'est-à-dire, c'est comme le carré blanc à la télé, hein. Il n'y a rien. Or, c'est une occasion de parler de l'Union européenne. C'est le seul intérêt de ces élections pour le moment, pour nous. C'est un non-intérêt qui devient un intérêt en creux. C'est le seul moment où, élection au Parlement européen, on va en causer à la télé parce qu'il y aura un enjeu. Et cet enjeu, il n'est que national. Et ceux qui iront voter, les Français qui vont voter pour le Parlement européen, ils ont soit en tête des calculs stratégiques et tactiques pour leur propre organisation, soit ils ont des enjeux nationaux. Et l'enjeu national, en France, c'est « ouais, si on va voter aux européennes, c'est pour mettre une pâtée à Macron ». Ça a été la même chose il y a quelques années. Personne n'a foutu une pâtée à Macron avec des élections européennes. Mais c'est pas grave, ça fait du bien. On va les voter pour des gens qui sont en face de Macron pour aller mettre une pâtée à Macron. Ben non. Ça ne fonctionne pas parce que ça veut dire qu'il y a de l'ignorance aussi sur la création des groupes au niveau du Parlement européen qu'il faut regarder, parce que ce n'est pas des groupes nationaux, hein. C'est des groupes européens. Donc ça s'appelle le groupe tchic, mais dedans il y a de tout. Les communistes, ils sont dans un groupe assez barbare, hein, au Parlement européen. Il y a tout le monde là-dedans. C'est de la soupe, hein. Donc, ce ne seront que des enjeux nationaux qui pourraient mobiliser. Or, ces enjeux nationaux sont des leurres utilisés par les européistes pour faire croire aux citoyens que leur vote va compter. Alors qu'en réalité, il ne comptera pour rien en ce qui concerne les politiques européennes. Rien du tout. Puisque ce n'est pas le Parlement qui a le pouvoir. C'est comme si nous, on allait voter pour un Parlement, enfin aux législatives, alors déjà, ils n'ont que le 49.3 dans la gueule, 18 en quelques mois, mais même sans le 49.3, voilà, mais un Parlement qui ne pourrait pas discuter de loi, qui ne pourrait pas amender les lois. Le Parlement européen n'amende pas les lois, ce sont des commissions qui amendent, qui discutent, excusez-moi, pas qui amendent, et qui négocient. Donc, c'est comme si on nous demandait ça. Est-ce qu'on a le droit, en tant que parti politique, organisation politique, d'aller raconter du baratin à des gens qui sont des citoyens qui sont désinformés tous les jours? Ce sera ma conclusion. Merci.